Chers internautes, bonjour. Nous sommes aujourd'hui en compagnie de Tepa. Bonjour Tepa. Bonjour. Alors tu es le cofondateur de MetaTV, donc un média qui monte en ce moment, une chaîne de télé sur internet qui propose du contenu original quotidien, notamment avec la libre antenne, mais avec des invités très régulièrement sur des sujets très divers. Ouais. Alors avant qu'on parle de ce nouveau média MetaTV, j'aimerais que tu présentes ton parcours aux internautes, s'il te plaît. Alors mon parcours, moi j'ai commencé, on va dire, comme tout le monde, je fais de la musique avant d'arriver vraiment dans ce milieu-là. J'ai fait du rap pendant des années, j'en fais encore accessoirement d'ailleurs, je continue. Dans le rap, j'ai connu un parcours professionnel, j'ai fait plusieurs albums, j'ai signé en maison de disques, j'ai connu les groupes, on a fait de la prod. Voilà, c'était quelles années que tu as commencé ? C'était dans les années 90, moi j'ai commencé avec Diabuse vers les années... Diabuse ça s'est monté en 89 je crois, et j'ai continué, puis moi je me suis mis à rapper vers 92-93, et puis j'ai continué, après j'ai rencontré Princesse Agnès, on a fondé les spécialistes, puis il y a eu la signature aussi avec Cool Chain, Inform la People, c'était assez marquant, et puis voilà, après j'ai arrêté on va dire le milieu du rap. Je suis retourné travailler, voilà, le parcours normal, voilà, on repart travailler pour vivre. Et puis, je me suis investi à un moment donné dans un parti politique qui s'appelle l'UPR. J'ai beaucoup participé à ce parti parce que je pense que c'est un parti qui porte en tout cas des idées assez novatrices. C'était comment s'est passée ta rencontre avec le parti ? Avec le parti par internet, c'est-à-dire c'est le hasard, je suis tombé sur les conférences de François Asselineau, mais c'était tout au début, c'était en 2009, le parti il existait je crois depuis 2 ans. Il y avait des conférences, je suis tombé dessus et je me suis dit, ce mec-là, il a besoin d'aide, quoi, parce que ce qui ramène est novateur, le discours qu'il ramène, c'est une compréhension globale de ce qui est en train de se passer. Et donc je me suis dit, il faut absolument que j'aille m'investir et lui donner un coup de main. Et c'est comme ça qu'il y a eu l'aventure, on va dire, UPR, de fil en aiguille. Et puis je pense que quelque part, l'UPR est un peu ce qui nous amène à MetaTV. C'est-à-dire qu'il y a eu un lien, en fait, de l'émulation qui se passe autour de l'UPR et des gens qui étaient présents autour, et qui avaient aussi la volonté peut-être d'aller plus loin et de créer un truc encore, on va dire... peut-être un peu plus généraliste, parce que l'UPR, on s'est rendu compte de la limite, c'est que l'Union Européenne, c'est certes un gros morceau du problème, mais ça occulte quand même tout un autre aspect, que le problème est beaucoup plus global que ça. Et finalement, on avait vraiment envie d'aller plus loin, de pousser les choses, et c'est pour ça que je pense qu'il y a eu cet élan qui a créé MetaTV au départ, avec tous les collectifs qui se sont rencontrés, et qui étaient, il faut bien le dire, tous un peu liés à l'UPR quelque part. Donc c'est l'UPR qui a été un déclencheur, on va dire un dénominateur commun à toutes les personnes qui ont lancé le projet MetaTV au départ. Avant de lancer MetaTV, au sein de l'UPR, avec d'autres, tu t'occupais aussi de questions, de problématiques audiovisuelles. Oui, tout à fait, j'ai fait beaucoup de vidéos pour l'UPR. J'ai entre autres mis le programme en vidéo. Tout le programme de l'UPR il existe en vidéo, donc ça c'est un travail qu'on a réalisé à l'époque avec la Brigade du Tigre. On a fait des vidéos, on a fait un petit court-métrage, un peu drôle, mais voilà, qui justement c'est l'esprit de l'UPR, en tout cas de l'époque, un peu faire passer des idées avec humour, on va dire, et c'était Bref, j'ai découvert l'UPR. Avec Laurent notamment. Avec Laurent et Moni qui joue effectivement le mec qui découvre l'UPR. Non, c'était assez drôle, franchement, je pense que pour ceux qui se rappellent, c'est peut-être l'une des meilleures périodes, en tout cas de l'UPR, c'était tout au début. Et c'était pas encore très très connu, parce que moi quand je suis arrivé à l'UPR, il n'y avait personne, faut bien le dire. On a donné une impulsion à l'époque avec Marie, évidemment, qui a fait décoller le parti, quoi. Alors donc du coup, l'envie d'aborder d'autres sujets qu'uniquement l'Union Européenne, l'euro et l'OTAN, même si, comme tu disais, ce sont des sujets centraux, mais ce ne sont pas les seuls sujets intéressants à aborder. Et donc peut-être aussi une beaucoup plus grande liberté en fait finalement à fonder un média où finalement tu parles de sujets que tu veux, que tu souhaites, alors qu'auparavant tu étais soumis à une charte. Tout à fait. Tout à fait, c'est-à-dire que dans le cadre de l'UPR, il y a une charte, ce qui fait qu'il y a des sujets qu'on ne peut pas aborder, des sujets sur lesquels on ne peut pas aller, et ça c'était à un moment donné frustrant pour moi. Et je dois bien dire même que le fait d'avoir récupéré ma parole aujourd'hui, d'avoir la parole libre, plus comme du temps de l'UPR, je me sens à un point au moins.
Et quand je vois que moi-même je reçois ici même des gens qui font partie de l'organisation et qui sont bridés, hein, puisque quand on est en off, ils me disent ça, oui mais ça je peux pas le dire parce que le parti sera pas content, et ben je me revois à l'époque justement où moi-même je me suis bridé ou auto-censuré sur des sujets parce que il y avait le parti. Et puis parce qu'il faut faire consensus, quoi. Il faut faire consensus, et à partir du moment où on a décidé d'entrer dans le parti, on joue le jeu. Donc c'est aussi une espèce de loyauté, quoi. C'est-à-dire que si effectivement on a décidé, surtout comme c'était mon cas, de m'investir dans l'UPR et d'occuper, on va dire, une place dirigeante, entre guillemets, c'est-à-dire en tout cas d'être vraiment impliqué dans le processus, je dois jouer le jeu, je dois être loyal envers les règles, sinon ça vaut pas le coup. Donc c'est pour ça que moi j'ai respecté toutes les règles de l'UPR, hein. Bon, à part l'histoire de la quenelle, hein, on va me la sortir. J'ai fait une photo quenelle, effectivement, il y a quelques années, mais c'était avant l'hystérie des quenelles, hein, faut bien le dire. Il n'y avait pas encore de suspicion d'être antisémite quand on faisait une quenelle, ça c'est arrivé beaucoup plus tard, c'était des années avant. Et donc voilà, oui, j'ai fait cette photo quenelle qui a fait polémique en interne et qui a été le prétexte pour m'écarter en fait du bureau. Alors MetaTV, vous avez commencé à diffuser à partir de septembre 2013, je crois. Ouais, septembre, ouais. Septembre. Le 11 septembre. Ah oui, le 11 septembre. Alors c'était quoi le premier sujet Bah c'était le 11 septembre. C'était avec Alain Ménageable, le réseau Voltaire, c'était le 11 septembre et on avait parlé du 11 septembre et on avait fait le bilan, savoir justement de ces, on va dire, ces 12 années de politique étrangère américaine, quoi. C'était très intéressant, quoi. D'accord. Alors est-ce qu'on peut parler un petit peu de chiffres par rapport à MetaTV? Combien d'invités à peu près? Combien d'émissions à peu près? Combien d'émissions? On avait calculé, on en était à plus de 200, je crois bien. Et en termes d'invités, on n'est pas loin aussi, parce qu'il y a beaucoup d'invités chaque jour dans les émissions, mais il y en a aussi dans les reportages. Donc il y a pas mal de gens aussi qu'on va interviewer à l'extérieur, etc. Donc on est, oui, il y a largement plus de 250 invités. Largement, et au niveau du nombre d'abonnés? Alors nombre d'abonnés, je sais plus, mais sur YouTube, ça dépasse largement les 10 000, je crois. Et sur Dailymotion, on est à plus de 2000. Il y a très peu de gens qui ont des comptes Dailymotion. C'est plutôt le nombre de vues sur lequel on est assez impressionné. Alors vous êtes parti de combien au départ? Alors on est parti de 0, hein, puisque le compte a été créé à 0, donc il y avait 0 vues sur le compte quand on l'a créé. Et aujourd'hui on dépasse les 10 millions, hein, je sais plus, on est à 11 millions bientôt je crois, sur le lecteur général, et je crois qu'on est à 8 millions et quelques sur le direct. D'accord, donc une émission type MetaTV en ce moment aujourd'hui, c'est combien de téléspectateurs? Ça fait à peu près, on va dire, là aujourd'hui ça a particulièrement augmenté sur la saison 2, on est dans les alentours de 40 000 à peu près. Par soir, à peu près. De visiteurs différents. 40 000 visiteurs sur le site. Parce qu'en fait, sur Dailymotion, il y a un compteur, mais ça indique un flot constant. Ce qui veut dire qu'en fait, il y a des gens qui se connectent, il y en a d'autres qui arrivent après, il y en a d'autres, etc. Oui, le compteur, c'est le nombre de gens qui sont connectés en même temps. Donc nous, après, on fait les stats de nos connexions sur la soirée et on voit une émission. Alors aujourd'hui, les émissions rassemblent facile aux alentours de 40 000 à peu près en moyenne, donc ce qui est une belle moyenne. C'est très satisfaisant. On avait un chiffre sur la saison 1 qui était à peu près de 25 000, donc ça augmentait à peu près de 15 000 en quelques mois, quoi. Il y a eu, c'est vrai que sur la saison 2, on a vu vraiment les chiffres augmenter. Bon, on n'a pas, nous, agi particulièrement pour, hein. Peut-être c'est le Métatour qui a été un déclencheur, je pense. Ça a été une opération qui a bien fonctionné. Et peut-être que ça a ramené pas mal de gens, on s'en est pas aperçu, mais ça a ramené du monde. Ça crée du lien avec vos plus grands téléspectateurs qui eux-mêmes vont devenir vos meilleurs ambassadeurs par la suite. C'est un peu ça, c'est que ça a créé un lien particulier avec les spectateurs, voilà, et du coup, évidemment, c'est les meilleurs ambassadeurs, c'est eux qui vont faire la promotion. Je pense que c'est plus le bouche à oreille, hein. Nous, on n'a pas fait de campagne de marketing, on n'a pas fait de pub, on n'a jamais investi dans de la communication autre que Facebook, on va dire, pour faire des promotions. C'est vraiment le bouche à oreille. C'est le bouche à oreille. Alors aujourd'hui, MetaTV, c'est une équipe de combien de personnes? On est une quinzaine à peu près. Une quinzaine? Donc quel genre de profil? Il y a de tout, puisqu'il y a plusieurs secteurs. Hein. Il y a le secteur informatique, il y a des secteurs, évidemment, la rédaction, qui est le gros morceau, avec le site, et à la fois les reporters de terrain. On commence à en avoir de plus en plus. Donc ça, c'est pour ça qu'on peut se permettre maintenant d'envoyer des équipes, ce qu'on ne pouvait pas faire avant, c'est-à-dire que couvrir des événements à l'extérieur, ce qui fait que d'ailleurs qu'on se démultiplie beaucoup plus qu'avant. Avant, on était très concentré sur l'émission, puisque on était moins. Aujourd'hui qu'on est un peu plus étoffé, on peut envoyer des équipes, et c'est beaucoup plus, ça enrichit d'autant plus le côté qu'il y a des interviews différentes, quoi. Parce qu'on va pas, des fois il y a des gens qu'on ne veut pas inviter, ou parce qu'ils sont loin, ou etc., quoi.
D'accord. Et au niveau du statut que vous avez choisi plutôt une association, coopérative? On est encore une association, mais on passera de toute façon, si on doit passer en société, ce sera une société coopérative. D'accord, voilà. Ok. Mais on n'a pas changé l'esprit de départ qui voulait garder déjà l'indépendance et ne pas rentrer dans un mode trop capitalistique. Alors on va revenir un petit peu sur le fond, là, parce que les chiffres c'est intéressant, c'est pour les matheux. Et donc au niveau des sujets que vous abordez, c'est vrai que c'est très divers. Parmi toutes les interviews récentes que vous avez faites depuis la rentrée ou même fin de saison dernière, quelles sont celles qui t'ont le plus marqué, qui t'ont beaucoup touché, que tu es fier d'avoir fait? Fier d'avoir fait il y en a plusieurs, hein. J'ai envie de dire, déjà moi je suis très content d'avoir fait découvrir Patrick Burenstenas à beaucoup de gens. C'est-à-dire l'alchimie, alors voilà, c'est beaucoup de gens qui ont découvert, alors il y en a qui sont controversés, qui me disent oh oui, il y a un côté chétanesque, mais les gens voient un peu le chétan un peu partout, mais en tout cas moi j'aime beaucoup l'alchimie, je pense qu'on l'a fait découvrir à beaucoup de gens, et il y a beaucoup de gens, en tout cas on a énormément de retours, de gens qui nous remercient de l'avoir fait découvrir. Je pense que les émissions qui ont été très marquantes pour moi, il y a eu celle de l'Artigo, parce que c'est pareil, c'est une émission sur laquelle il y a eu énormément de retours. Il a traumatisé tout le monde avec la viande et le lait. Le nombre de gens qui m'ont dit non mais j'ai vu l'émission, maintenant j'ai du mal à boire du lait. Il y a eu une émission, évidemment, enfin moi c'est pas une émission mais l'interview qui m'a beaucoup marqué, évidemment c'est l'interview avec Robert Forisson, qui était, je pense, un moment assez exceptionnel, quoi. C'est pendant le Métatour? C'est pendant le Métatour, ouais. C'est pendant le Métatour. On est allé à sa rencontre, donc chez lui, dans son département. Alors d'ailleurs, j'allais y venir, puisque celle-ci a eu des conséquences la semaine dernière. Oui, alors donc il y a une plainte de la LICRA contre cette interview pour certains propos. Donc pour le moment, une enquête est en cours. Donc c'est une enquête préliminaire. Et voilà, j'ai été convoqué à la police pour répondre, alors en tant qu'auditeur libre, soi-disant, pour répondre en tout cas des accusations portées contre la LICRA et pour savoir quelles sont les responsabilités de MetaTV. D'accord. Parce que MetaTV en tant qu'association risque d'être attaqué, mais toi en tant que directeur de la publication? Moi en tant que directeur de publication, je suis responsable. C'est MetaTV effectivement qui a attaqué, c'est pas moi en mon nom personnel, mais effectivement en tant que directeur de la publication, c'est moi qui suis responsable. D'accord. Et donc clairement, concrètement, ce que la LICRA espère, c'est vous faire payer des... Oui, c'est nous faire cracher, je pense. Je sais pas s'il y a une possibilité, effectivement, de fermeture, in fine, mais nous, on se sentira, de toute façon, voilà, on se défendra, on médiatisera l'affaire, on va pas se laisser marcher dessus quand même, mais on voit bien qu'ils veulent taper au portefeuille, oui, on connaît leur méthode, et on craint, évidemment, d'être sanctionné par une lourde amende, effectivement. D'accord, donc c'est un petit peu... la prophétie autoréalisatrice. La prophétie du 1er avril, c'est ce que j'ai dit. Je me suis porté l'œil tout seul. C'est ce que j'ai dit, je me suis ensorcelé. Tu vois, la blague est devenue réalité, et la blague qui nous a fait finalement connaître va se transformer en essai programmé. Alors ce qui est assez marrant d'ailleurs, parce qu'à l'époque, il y avait pas mal de gens qui me disaient « Oui, vous avez profité du révisionnisme, mais vous oserez jamais en parler ». Alors du coup ils se sont retournés, il y en a plein, ils m'envoient des excuses. Ah bah finalement oui, vous avez montré que non, finalement vous en avez parlé, on va le payer cher même d'en parler. Voilà. Mais alors, tu m'avais interviewé dans ton émission il y a un petit mois, et tu m'avais demandé pourquoi j'abordais pas effectivement ces sujets-là, et j'ai expliqué qu'effectivement avec la loi Guessos, c'est courageux, voire téméraire d'en parler, et que ça a des conséquences. Donc ma question c'est, toi en particulier, et puis MetaTV en général, vous saviez vous doutiez que ce genre de problème allait arriver? Oui, on s'en doutait un peu, on a pris le risque. C'est pas la première fois, la LICRA a déjà tenté en fait de faire interdire une de nos vidéos au mois de juillet. Voilà, au mois de juillet, ils avaient déposé une plainte déjà pour une autre vidéo de Forisson toujours, mais cette fois une vidéo de 10 minutes. D'ailleurs, la vidéo, il n'y a pas grand-chose. Hein. Il faut dire qu'à l'époque, on avait reçu un recommandé. Et dans les propos qui étaient retenus par la LICRA, il y avait même une de mes questions. J'avais trouvé énorme, quoi. Donc, c'est-à-dire ma question était litigieuse, semble-t-il. On n'a pas le droit de poser de questions non plus. Ensuite, sur cette vidéo, on n'a pas trop cédé. En fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a retiré effectivement la vidéo, puisque c'était demandé sur le compte Dailymotion, puisqu'on se veut un compte clean, on va dire. Mais on l'a laissé sur YouTube. Mais faut dire que YouTube, eux, s'embarrassent pas de notifications comme Dailymotion, et lorsqu'il y a une vidéo qui leur plaît pas, il la dégage tout seul, ils te disent rien, et ils la dégagent.
Et c'est un peu ce qui s'est passé avec les vidéos. Hein. Les 2 vidéos de Forisson, en fait, elles ne sont plus accessibles en France. Voilà. Donc ils ont, voilà, je sais pas, ils ont mis une espèce de filtre sur la France. En fait, quand tu te connectes de l'étranger, tu peux les voir, mais pas de la France. De la Belgique, de la Suisse. Oui, de la Belgique, tu peux. Voilà, les Belges m'ont dit qu'elle était accessible de la Belgique. Et en même temps, ils n'ont pas de loi à Fabius Guesso. En même temps. Ok. Un autre sujet aussi, on va pas forcément en parler pendant des heures, mais c'est vrai que tu avais reçu Alain Soral dans ton émission. Et d'un côté, bon, nous, dès qu'on. Votre média comme le nôtre, dès qu'on a une interview quelqu'un comme Forisson, bah, le média est tout de suite taxé d'être un média négationniste, révisionniste, etc. Et pareil, souvent on est accusé d'être soralien. Donc, qu'est-ce que tu réponds aux gens qui disent Meta TV c'est un média soralien? Ah bah je dis, renseignez-vous, allez sur Facebook, vous verrez que pas du tout, qu'on n'est pas du tout dans les bonnes auspices de Monsieur Soral, et qu'au contraire, il est plutôt fâché contre nous. Voilà, nous justement on est indépendants, ça a toujours été notre marque de fabrique depuis le début, moi je cesse de le marteler, on n'a aucune pression, voilà, on a toujours, effectivement, on est respectueux du travail des uns et des autres, mais on n'est pas un féodé à une chapelle pour autant. Hein, autant, voilà, on a beaucoup de respect pour le travail d'égalité et réconciliation, et le travail qu'a accompli Monsieur Soral sur certains aspects, mais voilà, on n'est pas un féodé à lui et on garde notre indépendance. Et si moi demain, voilà, j'accepte, c'est un peu comme, voilà, j'accepte cette interview que tu me donnes, j'ai pas à demander à, je sais pas, quelqu'un avec qui t'es en guerre s'il est d'accord, ça me regarde pas et ça ne le regarde pas. C'est un peu ça. Si Monsieur Soral est en guerre avec Monsieur X et moi, Monsieur X me demande une interview, moi j'ai pas à demander à Monsieur Soral d'avoir l'autorisation de Monsieur X. C'est un peu ça. Donc je pense que tout ça est un vague prétexte. Voilà, il y a certainement des raisons plus profondes derrière. Et puis je pense qu'en plus en ce moment il y a d'autres chats à fouetter. On a un peu, je trouve, je me retrouve en fait au milieu d'un feu que les gens ont voulu mettre et que voilà, j'ai rien à foutre là parce que de toute façon, nous on a entretenu, j'ai envie de dire, les rapports les plus simples qui puissent exister avec lui, dans la mesure où il est venu une autre émission. Il y a eu une deuxième interview aussi de 10 minutes avec un responsable de l'air dans une assemblée générale de Lille, voilà. Et c'est les 2 seules fois, moi-même personnellement, je ne le connais pas, je l'ai croisé 2 fois dans ma vie, à l'interview et lors du congrès de la dissidence, et encore même congrès de la dissidence, on s'est à peine parlé, je pense, 30 secondes, à tout casser. Voilà, on s'est dit bonjour, c'est ça. Donc voilà, c'est pas, je le connais pas, on n'a jamais fait de projet, il n'y a jamais eu de partenariat, même si aujourd'hui beaucoup de gens me disent ah oui, oui, mais c'est eux qui vous ont fait, c'est absolument fou. Le R a relayé nos vidéos, on les a remerciés, on les a toujours remerciés, on les a toujours big up, on a toujours dit bah, merci de relayer notre travail, mais à aucun moment, parce que quelqu'un relaie notre travail, justement, on devrait d'un coup se sentir redevable. Dans la mesure où en plus, si on pousse la réflexion, c'est notre travail. Ce qui veut dire que c'est nous qui avons mis des heures, des vidéos qu'on a payées pour faire ces vidéos. C'est notre travail, notre valeur ajoutée, mais elle est juste exploitée par quelqu'un d'autre. Donc la personne ne peut pas se gausser ensuite de dire oui, dis-moi merci. Sinon là, c'est le grand capitalisme, voilà, hein, le chinois qui fabrique et puis il donne et puis en plus il doit dire merci et puis c'est un peu trop quoi. Donc voilà, nous. Mais on est indépendant. Ça, et je pense que tous les gens retiendront ça de cette histoire, c'est que Meta TV n'appartient à aucune chapelle, n'est un féodé à aucun parti, aucune personne, aucune idéologie. On reçoit des gens contradictoires. C'est le principe même de recevoir des gens contradictoires, des gens avec qui on n'est pas d'accord. Je veux dire, moi, combien de personnes, faut pas croire que sur les 250 invités, je suis quand même d'accord avec tout le monde, ça serait impossible, c'est les gens les plus contradictoires possibles. Voilà, j'essaye, dans la mesure du possible, je le dis bien, de garder une objectivité, même si je sais que ça n'existe pas, mais voilà, en tout cas d'amener même justement de la contradiction à des invités avec qui je suis d'accord. Voilà le paradoxe, c'est pour ça que je parle souvent, je dis je fais l'avocat du diable pour justement faire exprès de rapporter une contradiction même à un invité, je pense que c'est important. Mais après, voilà, on sera pas un féodé, quoi. On va pas se soumettre à la loi de... Voilà, pour moi, la dissidence, ce qu'on appelle dissidence, c'est un mouvement qui s'est prénommé d'ailleurs dissidence. Hein. Moi, les gens me mettent dissident, mais moi, j'ai jamais demandé à être dissident. C'est un qualificatif qu'on te donne comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, qu'est-ce qui est dissident? C'est le fait simplement le fait d'être en contradiction
Et le fait de ne pas être d'accord avec, quelque part, la pensée générale, on va dire l'espèce de pensée unique, la doxa qui s'abat sur tout le monde, fait de vous un dissident. C'est comme ça. On n'y peut rien. Après, les gens vous taxent de dissidence, alors maintenant ça se bat pour savoir qui est le plus dissident, le dissident le plus pur, etc. Donc moi je rentre pas dedans, moi je le dis clairement, ne me classez pas dans la dissidence. Je ne suis pas un dissident, hein, on continue notre boulot. Voilà, d'ailleurs je préfère le mot de résistant, c'est toujours été le mot qui a été utilisé avant. Moi voilà, si on me dit bah oui j'aime cette filiation à la résistance, parce que vraiment on résiste, mais la dissidence tel que voilà ce mouvement-là, bah non, vas-y, je vous le laisse, les dissidents purs, les gens qui veulent être dissidents, qui veulent donner des leçons de dissidence à tout va, ouais j'étais dissident avant toi, et bah parfait, vous l'êtes, je vous le laisse, et voilà. Alors, et pour faire un petit peu notre autocritique en tant que média alternatif, moi j'aime bien alternatif, citoyen, résistant, c'est vrai que c'est des termes que je préfère également plutôt que dissident. Notre critique, c'est vrai que pendant longtemps on a entre guillemets flirté, j'aime pas trop le terme flirté, mais avec la mouvance soralienne, c'est-à-dire que on n'a jamais été comme les médias mainstream à dire c'est toute la merde, etc. C'est le diable, ce mec-là est antisémite jusqu'à la moelle. Et d'un autre côté, on n'a jamais été non plus des serviteurs d'Alain Soral, on a toujours été un petit peu entre les deux, c'est-à-dire on a gardé une certaine proximité. Oui. Alors, ce que je veux dire, c'est que peut-être que pour faire notre autocritique, peut-être qu'il y a certaines critiques d'Alain Soral, en particulier, je parle moins de R, mais surtout d'Alain Soral, en tant que leader de R, et en tant qu'intellectuel, peut-être qu'une critique évidente qu'on aurait dû faire depuis bien longtemps, et qui est en train aujourd'hui d'exploser, cette critique, à travers ses plus proches collaborateurs, parce qu'il a une personnalité qui est ce qu'elle est, mais qui est effectivement, qui laisse peu de gens indifférents, pour faire simple. Est-ce que c'est vrai est-ce qu'on n'aurait pas pu faire nous-mêmes une critique d'Alain Soral un peu plus tôt en tant que média alternatif? Moi, je pense que il y a déjà Alain Soral, il faut bien l'avouer, je vais rester justement objectif, j'essaie de tenter, mais il est vrai qu'il fait l'objet d'attaques constantes du système. C'est-à-dire le système est quand même assez en train de lui taper dessus constamment. Et justement, c'est aussi parce qu'il a été constamment attaqué que moi en tout cas, peut-être que des gens comme toi, se sont abstenus effectivement des... C'est un peu ça. C'est-à-dire qu'en fait, si tu veux, je voulais pas participer à ce que j'estimais en plus des attaques injustes, parce que souvent on le taxait de ci ou de ça, ou ses propos étaient repris, galvaudés ou dénaturés, et c'est quelque chose auquel je voulais vraiment pas participer. Moi j'ai toujours relevé, j'ai toujours dit, et je lui ai même dit ici, et il l'a dit lui-même, il a dit des fois, je lui avais posé deux questions très importantes. Je lui ai demandé, est-ce qu'on peut être dissident sans être d'accord avec Alain Soral? Et il avait répondu oui. Alors déjà tous ceux qui me disent c'est lui qui a inventé la dissidence, t'es pas Alain Soral, t'es pas dissident, c'est lui qui l'a dit, c'est pas moi, c'est lui. Et ensuite, ma deuxième question que je lui avais posée, je lui ai dit, est-ce que aussi, toi, tu acceptes, est-ce que tu reconnais qu'il y a des fois beaucoup de contradictions dans ton raisonnement, qu'il y a des contradictions? Et il m'a reconnu, oui, il a dit oui, c'est vrai, même dans mon raisonnement, des fois, je reconnais, il y a des contradictions, il y a des choses. Donc, soulever des contradictions du raisonnement de Soral, lui-même l'admet. Et c'est vrai que quand il fait des heures et des heures de vidéos, et qu'il prend en plus des positions qui sont les siennes, très tranchées, faut bien le dire, des fois, tu vas relever des éléments, voilà, il y a des choses qui changent. Alors après, il s'en explique, voilà, mais en tout cas, je pense que il y avait une volonté, et je ne participerai pas pour autant aujourd'hui non plus à un espèce de Soral bashing. Alors, il y en a qui vont dire ah oui mais t'as fait l'interview de Marc Georges, de machin, etc. Bah oui mais c'était prévu depuis longtemps. Je veux dire c'était avant tout ce fratras, et c'est Marc Georges qui m'a contacté parce qu'il estimait s'il pouvait avoir un droit de réponse par rapport aux propos qui avaient été tenus dans l'émission. Et donc, nous, on a accepté en disant oui, c'est vrai que les propos étaient très durs tenus dans l'émission, on accepte de donner un droit de réponse parce que justement, on est indépendant. Même si on a donné la parole à Alain Soral et qu'on peut autant l'apprécier, je suis désolé, on peut aussi donner la parole à Marc Georges. On ne rentre pas, on ne prend pas parti dans le conflit qui les oppose. Et d'ailleurs, je trouve ça très bien, puisqu'aujourd'hui, les gens ont pu se faire une opinion réelle en donnant la parole à Marc Georges de ce qu'il en était de leur relation, et chacun, moi je pense que c'est ça qui est le plus, le plus intéressant, c'est qu'au final les gens puissent se faire leur opinion. Au lieu de censurer et de dire ah non, lui on le fait pas parler, on lui donne pas la parole, ça veut, in fine, ça lui donne raison parce qu'il va dire bah voyez, on me censure, si on me censure, ça veut dire que ça fait peur, si ça me fait peur, ça veut dire que j'ai raison, si les gens ont peur d'écouter mon propos. Or non, il faut donner la parole, il faut qu'ils puissent venir et que les gens se fassent leur opinion, et c'est exactement ce qui s'est passé, et c'est
c'est ça qui est très important. C'est tout l'inverse, voilà. Hein, Jean Robin, je pense que c'est exactement la même chose. Il est venu, ça a provoqué aussi des remous, des polémiques pour certaines personnes, mais au final, les gens se sont fait une opinion de Jean Robin, et beaucoup de gens ne le connaissaient pas. Parce que ça aussi, il y a le petit milieu dissident qui considère que tout le monde connaît tout le monde, etc. Non. Nous, on a un véritable rôle de... j'ai envie de dire de découvreur, voilà, de faire découvrir aux gens des choses qu'ils ne connaissent pas. Et je l'ai remarqué, parce que moi aussi, je pensais qu'au début, Méta TV, on ne s'adressait uniquement qu'à des gens, on va dire, des initiés, voilà. Mais c'est pas vrai du tout. Et on l'a vu dans le Métatour. On a vu que c'est tout l'inverse, qu'il y a une partie de notre public qui est effectivement initiée, mais il y a une autre partie qui n'est pas du tout initiée. C'est une autre partie qui est, en fait, j'ai presque envie de dire, en phase de dématrixage. C'est-à-dire que ce sont des gens qui découvrent des choses, des problèmes auxquels ils n'avaient pas pensé, des personnes qui ne connaissaient pas, voilà, me dit Jean Robin, mais il y a plein de gens qui ne connaissaient pas Jean Robin, non, c'est dans le petit milieu dissident qu'on connaît. Certaines mauvaises gens diront que c'était pas une perte non plus. Oui, je suis d'accord, il y en a plein qui au moment même qu'ils vont entendre cette parole, me disant, mais justement, pourquoi vous l'avez mis en avant, vous allez mieux pas le connaître. Mais voilà, bon, il existe, après on peut aussi voilà, discuter. En même temps, c'est les petits cons du cercle des volontaires qui disent ça. C'est les petits cons du cercle des volontaires, effectivement. Cette bonne guerre, pour que les internautes comprennent, voilà, il s'était un petit peu emporté à notre égard. Oui, il avait été un peu injuste, voilà, pour laisser une interview qui avait mis du temps en ligne et c'était énervé. L'impatience. Ouais. Oui, je trouvais ça un peu aussi, moi aussi, un peu exagéré. Un peu immature, ouais. Mais bon, c'est comme ça. Merci pour cet entretien. Alors, quels sont les nouveaux formats qu'on risque de découvrir sur la saison 2014-2015 chez Méta TV, des nouvelles émissions Alors, en préparation, effectivement, on aurait essayé de proposer une nouvelle émission, mais en tout cas, le nouveau format, c'est ce qu'on avait promis depuis longtemps, c'est les débats. Et le premier débat, ce sera début janvier. Donc, il y aura un premier débat. Je peux l'annoncer avec Christian Vanest et Adrien Labozy, donc sur évidemment la fameuse contre-histoire du général de Gaulle qui a fait aussi tant de bruit. Alors il n'y a pas encore de loi pour nous interdire de parler de ce sujet-là, mais c'est un sujet, voilà, pareil, où je pense qu'il n'y avait pas eu beaucoup d'émissions de télé en France qui ont accepté de recevoir un discours comme celui qu'a tenu Adrien Labozy et qui presque réhabilite en tout cas la mémoire du maréchal Pétain en nous expliquant que tout n'est pas en fait tout n'est pas noir et tout n'est pas blanc, voilà, qui nous sort de ce mécanisme binaire de l'histoire où il y aurait des gentils, des méchants, où il y aurait des gens forcément bien intentionnés et d'autres ce serait le diable absolu, et que tout est plus complexe, comme finalement dans la vie, et comme un humain est plus complexe, on n'est pas que gentil ou que méchant, on est une nuance des deux. Ok. Eh bien, t'es pas, merci beaucoup. Merci à vous, merci au cercle. Thank you.